présenter ? Je suis Christelle, donc membre de Normal France et adhérente depuis un petit peu plus d'1 an. Et donc du coup, je suis surtout animée par le côté éducation et déstigmatisation en fait, de l'usage, autant chez les hommes et chez les femmes, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en fait sur l'éducation au bon usage. Et pour moi, l'éducation vient du fait de pouvoir communiquer et de pouvoir parler librement en fait, du sujet. Et pourquoi les femmes et le cannabis ? Parce que justement, je trouve que que les femmes entre elles peuvent plus facilement faire des réseaux, qu'elles sont assez communicatives les unes envers les autres, qu'elles se soutiennent assez facilement et que c'est par là qu'on peut commencer en fait à avoir plus d'impact sur le débat, en tout cas dans le cannabis. Voilà. Safia Lebdi, je suis militante, activiste, féministe et aujourd'hui candidate tête de liste avec Legalize pour les européennes et Cannabis sans frontières qui est présent à mes côtés aujourd'hui avec Farid. Et on a pondu, alors moi j'arrive dans la légalisation on va dire du cannabis parce que je me retrouve malade. Après mes activités, on va dire, internationales dans mon combat féministe. Et très vite, je me rends compte qu'il faut absolument que je sorte de la machine de l'hôpital et que j'utilise le cannabis thérapeutique pour essayer d'obtenir une deuxième vie, on va dire. Et ça a fonctionné pour moi. Donc j'ai documenté, je me suis nourrie de toutes les expériences qui arrivaient un peu partout du monde entier. Et à ce moment-là, je me suis un peu indignée, comme à chaque fois je m'indigne. Et je découvre que très peu de gens connaissent les vertus de cette plante. Donc je me retrouve à lire, à discuter avec les uns et les autres et aujourd'hui à être tête de liste de cette campagne européenne avec Legalize. C'est une histoire de pouvoir entrer dans le débat et d'ouvrir ce débat au niveau national, voire européen. Et d'apporter des témoignages de gens que j'ai pu rencontrer qui sont plutôt assez pointus dans leurs connaissances. D'ailleurs, j'ai très peu vu de gens avoir une connaissance aussi pointue des gens qui sont ici, qui nous entourent. Et j'avais envie de leur donner la parole en faisant cette liste-là. Et d'ailleurs, on ne l'a pas fini. D'ailleurs, on cherche énormément de candidates et de candidats, plus de candidates. Et les femmes, c'est pour moi, ça a été le chemin classique. Après le féminisme, après avoir libéré plein de femmes, j'arrive au cannabis et je me dis que les femmes, elles ont leur rôle à jouer dans ce débat-là. Oui, je m'appelle Sophie Nicklaus, je suis à Normal France en charge de la communication sur les réseaux sociaux et je suis écologiste, je suis féministe et je suis à Europe Écologie Les Verts en fait depuis 6 ans. Je ne vais pas parler du tout de campagne électorale aujourd'hui. Mon propos, c'est plutôt le côté écoféminisme, donc écologie, féminisme et cannabis, puisqu'il y a quand même des endroits où on a les mêmes méthodes, où on aura les mêmes méthodes de lobbying citoyen pour faire basculer les discriminations dont on fait l'objet quand on défend Donc prenons le féminisme, les droits des femmes, c'est-à-dire l'égalité des droits. Après, à partir du moment où on le fait, mes petites camarades de jeu ici vont le confirmer, on va se faire discriminer en sous-entendu qu'une féministe, c'est forcément quelque chose de négatif. Ce sont les mêmes rouages dont on avait envie de discuter aujourd'hui et partager avec vous poser des questions pour faire avancer cette partie importante de la lutte pour la légalisation du cannabis, qui est le vocabulaire, la culture et la manière de la perception des gens de notre mouvement Normal France notamment. Bonjour, moi je m'appelle Mishka, mon vrai nom c'est Mishka Séligère-Châtelain, mais en général on m'appelle Mishka qui est mon nom d'auteur. Mon moyen d'expression premier c'est l'écriture. J'ai émigré au Canada en 1970
je suis arrivée là-bas avec tous les préjugés qu'on pouvait avoir en France à l'époque sur l'utilisation du cannabis. Et j'ai découvert une réalité tout autre, ce qui m'a donné envie d'écrire le premier livre que j'ai écrit sur le sujet, qui s'appelait Le dossier vert d'une drogue douce, qui est paru chez Robert Laffont en 1978, je crois. Et donc j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, et avec le passage du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, un livre plein de bonnes idées, ça ne fait pas tellement changer les choses, alors qu'une expérience inspirante, ça fait changer les choses. Et donc je suis plutôt à un stade maintenant où ce que j'ai à cœur de faire dans mes livres, c'est de transmettre mon expérience de fumeuse d'herbe, dans ce cas-là de plus intime, et espérer que ça peut inspirer d'autres gens. Et ceci dit, je pense qu'on est à un moment très particulier en ce moment, et de l'histoire du cannabis et de l'histoire des femmes. Pour moi, c'est un moment très excitant par rapport au cannabis, parce qu'enfin les choses sont en train de changer. Ça fait longtemps que j'attends. Et c'est un moment exaltant, je dirais, par rapport à l'histoire des femmes, parce que pour la première fois depuis peut-être des millénaires, les femmes reconnectent avec leur vraie force, leur vraie puissance, et de marier ce moment particulier de l'herbe et des femmes ensemble, ça en fait un moment très porteur et très inspirant. Ouais, super. Si vous saviez à quel point les amateurs de cannabis vous révèrent, moi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à vous croiser dans les événements auxquels j'ai pu participer. Vous avez ouvert la voie pour nous. On vient d'ajouter 2 personnes à notre conférence qui n'étaient pas prévues. Donc Hélène, je vais te laisser te présenter. Alors je m'appelle Hélène, je suis compagne d'un chanvrier. En France c'est un peu particulier. Je suis non seulement compagne de chanvrier, mais j'ai rencontré évidemment le cannabis bien avant dans ma vie. Nous travaillons le chanvre, on en fait une différence malgré qu'elles soient des cousines proches ou des sœurs. Et je suis aussi atteinte d'une maladie qui aujourd'hui fait de plus en plus de bruit. Elle s'appelle la maladie de Lyme. Et ça fait 12 ans que je l'ai contractée. Et pour moi, le cannabis est plus qu'une alliée. Elle me permet d'avancer. Et aujourd'hui, elle me permet surtout de protéger mon cerveau. Et je pense qu'en effet, après ce qu'a dit Mishka, aujourd'hui, les femmes ont vraiment un rôle à jouer pour pouvoir porter la voix de cette herbe qui a des multiples vertus et qui nous aide de bien des manières. Je suis activiste évidemment chez Normal France. Je mets mes compétences aussi au niveau des professionnels et du syndicat, notamment du chanvre. Et je pense que cette aventure n'est pas qu'un début, au contraire, mais va vraiment nous amener quelque part, et ce quelque part, j'espère que ça sera que des bonnes choses pour les patients qui en ont besoin, surtout. Et Déborah, aka The Pot Mother, je te laisse faire. Oui, bonjour, je suis déjà vraiment très émue d'être ici et d'être là avec vous en se tournant vraiment de l'histoire du cannabis et du féminisme aussi en France, parce qu'on est là en tant que femme aussi et pour dédramatiser un petit peu les tabous auxquels on est face tous les jours, et à la prohibition et la répression surtout du cannabis en France. Donc voilà, moi personnellement, j'ai travaillé en Californie dans des plantations et en fait quand je suis rentrée en France, mon père donc du coup qui a eu un cancer est décédé, et je l'ai soigné en fait avec de l'huile de CBD et de THC. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, mais du coup ça m'a vraiment poussée à m'investir à mon retour en France et à aider surtout les malades qui souffrent et qui ne peuvent pas accéder à cette molécule malheureusement.
Voilà, du coup, moi, je suis là dans un cadre plutôt éducatif et je propose des recettes en fait, de cosmétiques à faire soi-même à la maison. Du coup, c'est plutôt dans le cadre du partage des connaissances et de l'apprentissage sous toutes ses formes. Et voilà, du coup, aujourd'hui, je présente un atelier aussi cosmétique pour montrer un petit peu comment faire soi-même ces produits à la maison. Voilà. Merci. Et donc pour terminer, donc moi je m'appelle Colline Gruau, je suis à Normal France depuis un peu plus d'1 an. Aujourd'hui j'ai la co-responsabilité du pôle des relations publiques de Normal France et des relations presse sur cet événement. Je suis intimement convaincue que les femmes ont une approche très particulière à apporter à l'industrie du cannabis. Je le vois tous les jours dans les médias et les réseaux sociaux outre-Atlantique. Des femmes qui s'engagent, des femmes qui créent de nouvelles manières d'approcher la plante, de l'utiliser ou même d'en parler, d'éduquer. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous rencontrer toutes et partager ce que j'ai appris et apprendre de vous. J'ai pensé à une question, c'est quoi la justice pour vous? Et je pense que la question est pertinente parce que on est vraiment en train de créer un mouvement ici. Bien sûr, on a des exemples de légalisation aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, aux autres pays. Mais nous sommes là et vraiment comment continuer, quel principe vous voulez évoquer aujourd'hui pour créer un monde plus juste pour nous. Je me souviens quand j'avais 20 ans et que j'ai lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir ou quand j'ai lu Betty Friedan ou d'autres auteurs, la révélation que c'était pour moi, oui, les femmes étaient le second sexe, oui, elles étaient traitées comme des individus de citoyens de seconde classe. C'était une ouverture géniale. C'était une certaine époque. Les femmes se sont battues et le mot féminisme continue à porter cette charge de bataille. Et je me demande si on ne serait pas plus efficace en remplaçant le mot féminisme maintenant par un autre mot. Il y a un mot qui résonne beaucoup pour moi maintenant, c'est le féminin sacré. L'heure n'est plus à se battre et surtout pas à donner l'impression aux hommes qu'on veut se battre contre eux. On a besoin d'être tous ensemble. L'heure est à reconnecter avec la force qui est en nous, à la sentir monter en nous. L'heure est à reconquérir la naissance, l'acte de donner la vie, le dépouiller des oripeaux technologiques que les hommes y ont mis. Voilà, c'était un préambule. Je pense qu'on peut commencer, cannabis et féminisme. Tu parlais de justice. Tu veux qu'on commence par cette idée de justice ? Parce que là j'entendais rebondir directement sur ce que venait de dire Mishka. Je voulais savoir quelles idées féministes vous pensez peuvent prendre le plus d'ampleur dans l'industrie du cannabis et vice-versa. Est-ce que le cannabis peut s'intégrer dans une vision féministe de la société ? Est-ce qu'une vision féministe de la société peut s'intégrer dans l'industrie du cannabis ? Moi, je pense plutôt à l'idée de se servir un peu du féminisme pour faire avancer la cause du cannabis. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait, que moi, je le vois. Après, je ne pense pas que le cannabis est foncièrement féministe et que ce soit deux choses qui peuvent... Non. Je pense que vraiment, le cannabis, c'est le cannabis, mais que dans le féminisme, en fait, on peut avoir un peu plus de poids dans ce débat-là.
Parce que en termes d'éducation, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, c'est encore beaucoup les femmes qui s'occupent, qui font l'éducation des enfants. Et qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'éducation qui sera en fait le meilleur levier sur les idées reçues au niveau du cannabis. Et sur les modes de consommation, sur la prévention, etc., c'est l'éducation qui prime. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, l'éducation est toujours un peu affiliée en fait, à l'image de la femme, à l'image de la mère, l'institutrice. Voilà, c'est dans cette idée-là que moi je me fais en fait du féminisme dans le cannabis. C'est de se servir de ce que nous les femmes on a naturellement, de ces atouts qu'on a naturellement pour pouvoir faire avancer en fait le débat. Grâce à ce potentiel-là, en fait. Je l'ai peut-être très mal formulé, mais c'est à ça que Oui, voilà, c'est vraiment enrichir le débat. Enrichir le débat et le combat de l'activisme du cannabis avec nos forces à nous, qu'on arrive en fait à avoir, à nos compétences, notre potentiel féminin. Mishka parlait un petit peu de notre force de nos forces en fait en tant que femme, et je suis tout à fait d'accord en fait. Pour moi, c'est vraiment un lien, et c'est vraiment cette idée-là en fait qui nous permettra d'avancer en fait sur ce débat. Voilà, j'en suis convaincue. Je voudrais rajouter un truc. Pour moi, il n'y a pas de, c'est pas l'un ou l'autre. D'ailleurs, ça m'intéresse pas du tout l'un ou l'autre parce que. Je me sens féministe à part entière, mais avec une vision du féminisme qui n'est pas portée par une majorité des Françaises, des féministes françaises. Ça, je le revendique. Je ne m'intègre pas du tout dans le féminisme français. Il ne m'intéresse pas aussi. J'ai fait le tour et j'ai compris qu'il était très moraliste. Et je me suis plus inspirée du féminisme américain, russe, avec Voltairine de Cleyre ou Emma Goldman, qui sont plus libertaires et qui sont revenus à, comme elle disait, Mishka, à l'essence même de ce que est notre corps libéré, le corps, être libre dans sa pensée, etc. Donc le féminisme aujourd'hui, moi j'en fais, quand j'associe et je porte Legalize en étant tête de liste, en disant les femmes doivent porter le thème du cannabis et de la légalisation, j'ai envie d'emmener le féminisme français et européen sur une question de liberté. Liberté individuelle, liberté d'expression, c'est un débat de société qui est important. Et on a souvent mis les féministes dans le débat de victimaires où elles devaient revendiquer. Dire voilà, je suis victime, elles demandent à la société de les reconnaître en tant que victimes. Et j'ai plutôt envie d'avoir un féminisme combatif dans le sens où il est dans l'économie, il s'empare d'une question politique majeure qui est aujourd'hui squattée essentiellement mondialement par les mecs. Et les femmes sont des grandes consommatrices de cannabis de façon thérapeutique ou pas, récréative, et elles ont un mot à dire, elles ont une économie aussi à penser. Alors moi je développe l'économie plutôt solidaire, je me reconnais plutôt comme étant une écolo, etc. Donc j'ai envie aussi d'emmener les femmes à aller dans ce sens-là. Elles peuvent construire une société moderne, une société égale, une société qui parle de la question de la justice sociale, par exemple. Sur les quartiers populaires, on est toutes des femmes ou certaines des mamans, etc. Ça nous concerne. Moi, dans la boutique que j'ai ouverte à Montpellier, j'ai essentiellement, donc j'ai revendiqué le fait d'être une féministe dans cette boutique, donc ça attire toutes les femmes. Elles y viennent avec assurance, c'est chez elles. Et tous les féministes, tous les mecs qui sont d'accord avec la libération des femmes, qu'elles soient sexuelles, économiques, etc. Donc tous les combats sur les libertés. J'ai les LGBT qui sont là, etc. Toutes les réfugiés. J'ai énormément de réfugiés qui viennent à la boutique parce que c'est porté par des femmes qui revendiquent cette forme de la liberté de circuler, de sortir de cette histoire de frontières, etc. Donc, et je me suis rendu compte que les femmes pouvaient rassurer. C'est con de dire ça, mais dans leur discours sur la légalisation du cannabis, elles rassurent.
Pourquoi ? Parce qu'elles sont coincées dans, malheureusement, c'est la plupart d'elles qui viennent à la boutique, elles sont avec leurs gamins. Donc ma boutique où on vend de la bœuf légale, j'ai plein de gamins. Et on m'avait demandé d'ouvrir cette boutique en mettant interdit aux moins de 18 ans, ce que j'ai refusé. J'ai 2 gamins, je les mets où ? J'ai fait quoi, moi ? Ils sortent de l'école, ils viennent chez moi, ils rentrent, ma fille elle est là, poussez-vous. Alors le CBD, ça se prend comme ça, machin. Ah, vous voulez un plan de bœuf ? Elle fait la vendeuse, quoi, tu vois. Donc voilà, on s'est retrouvés, nous les femmes engagées dans ce combat, à devoir montrer aussi que les enfants, on pouvait les amener sur une certaine prévention, casser ces interdits, ces idées reçues sur c'est une plante qui détruit, etc. Et on a une espèce de phénomène, alors à mon échelle, je veux dire, c'est pas facile non plus, mais un phénomène plutôt positif, où les gens viennent de façon assez facilement, parce que c'est squatté par l'ensemble enfin de la population, tu vois. Les femmes prennent la part de responsabilité et elles s'engagent dans ce débat-là. Alors la plupart, elles témoignent, elles me disent, nous on peut pas le dire. Si on se sépare du mec, qu'on dit qu'on est des fumeuses, on risque de pas avoir, tu vois, la garde. Donc on pose aussi un autre thème que je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait énormément de femmes qui fumaient et qui refusaient de le dire parce que elles avaient peur de cette étiquette de fumeuse, de dealeuse, de machin. Donc, par exemple, je me rends compte aussi en construisant cette liste qui est paritaire maintenant, c'est difficile pour les femmes d'être plus visibles, etc. Tu vois. Donc j'ai plutôt envie d'emmener le féminisme à s'emparer d'une question de société majeure, qui parle d'économie, putain. Alors là, franchement, si on peut créer des postes d'emploi pour les femmes, etc., c'est tout bénef. Qui parle de justice sociale sur les quartiers populaires, qui parle de l'environnement. Ça nous concerne, la malbouffe, les machins, la santé. On a tout dans ce débat-là. On parle de tout. La santé, l'économie, la justice sociale, l'environnement. Franchement, les féministes doivent être les premières à s'emparer de ce débat-là. Moi, je ferais plutôt un appel à toutes les féministes sur cette question-là. En plus, on est plutôt séparés sur d'autres questions, mais sur cette question-là, on peut se réunir et se rassembler. Et franchement, plus tous les mecs qui sont sur ce débat-là depuis des années, etc., si les femmes arrivent, normalement, on gagne cette bataille. Et on la gagne haut la main. C'est vrai. Et pour vous dire, ce matin, c'est les Tunisiens qui m'appellent. Moi, j'ai participé aux révolutions arabes, etc. Je suis un peu connue. Ils pensent que je suis tunisienne. Je suis d'origine algérienne. Mais comme j'ai été très active en Tunisie, ils pensent que je suis une Tunisienne. Ce matin, ils m'appellent, ils me disent, pour les prochaines élections en Tunisie, on lance une liste Legalize. On veut la légalisation du cannabis en Tunisie. Et donc, je regarde, ils m'envoient des articles de presse. Ils ont déjà lancé le débat là-bas, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Tunisie, quand tu es chopé, même pas, quand tu n'as pas fumé, ils te font des tests sanguins, c'est entre 3 et 6 ans d'emprisonnement. En Tunisie pour avoir fumé un pétard. Et pire que ça, c'est que la Tunisie était partie sur la production de cannabis de façon thérapeutique parce qu'il y a une demande mondiale, mais le refus de légaliser. Donc en gros, les Tunisiens verraient leur bœuf pousser. Si eux, ils la consomment, ils vont tous en prison, mais nous, les Français, tranquilles, easy, on consomme du cannabis tunisien, etc., etc. Donc là, eux, ils partent sur une question aussi sur les libertés individuelles, sur la question de la légalisation du cannabis et une question sociétale. Et c'est les prochaines élections qui sont pour 2019. Donc c'est juste après les élections européennes, c'est la Tunisie qui emboîte le pas. Et je vous avoue, le dernier message des Tunisiens, c'est vous avez intérêt de réussir, quoi. Parce que si vous passez, nous, on y arrivera. Et pour eux, c'est sortir du chaos. Ils ont
frontière Libye-Tunisie, des djihadistes, des islamistes, des machins, ça pète. Encore il y a 2-3 jours, ça pétait dans tous les sens, il y avait des attentats. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de touristes. C'est normalement, s'ils obtiennent la légalisation, c'est sortir du chaos en Tunisie. Donc c'est une question majeure ce qui se passe aujourd'hui. Et si les femmes, et si les féministes, ou en tout cas les femmes, s'emparent de cette question-là, on peut gagner. Et on doit gagner parce que les hommes sont là, sont présents. Et surtout, c'est qu'on aura eu la chance, enfin, dans l'histoire, moi j'écoute Mishka, moi aussi je ne suis pas contre les hommes. Tous les combats que j'ai menés, on a chaque fois dit on n'est pas contre les hommes, on est avec les hommes. Le féminisme contre les hommes, moi ça ne m'intéresse pas. Et ce qu'on construit, les générations qui arrivent, moi j'ai des gamins... Pour eux, c'est easy, hein, l'égalité, c'est intégré, hein, c'est fini. Hein, ils sont sur une autre dynamique. Ils sont sur potentiellement le cannabis. Voilà. Nos enfants, c'est les futurs militants du cannabis. Ouais, et les futurs Je voudrais revenir sur une chose dont on a parlé tout à l'heure, en fait, parce que je viens d'y penser. Donc, effectivement, les femmes sont plus susceptibles de perdre, d'avoir peur de perdre la garde de leurs enfants si elles annoncent consommer du cannabis, contrairement à leurs conjoints où c'est plus accepté socialement. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le bilan des freins de ce que vous voyez comme freinant l'intégration des femmes dans ce milieu-là et l'ouverture en dehors de ça, parce qu'il y a les tabous qu'on s'impose à nous-mêmes. Et il y a ceux que la société nous apporte. Alors là, j'en appelle aussi au public. Si vous avez des idées sur la question, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés en étant une femme consommant du cannabis? Est-ce que vous avez des idées particulières? Je ne sais pas. On va commencer par nous. Moi, j'ai toujours imposé le fait à ma famille que je fume du cannabis. Où j'en fumais, maintenant je ne le vapote, n'est-ce pas? Je recommande le vapotage. Et personnellement, je pense que le cannabis c'est intéressant évidemment. Quand on entend cannabis, on entend THC, c'est le premier des freins en fait, en réalité. Et personnellement, je ne consomme pas de THC parce que si j'en consomme, j'ai un problème avec la neuroborréliose qui est dans ma tête. Et qui va réagir directement puisque ça va tuer la bactérie et elle va lâcher sa toxine. En tout cas, elle n'est pas contente et donc du coup, elle va m'empêcher derrière, elle va me créer d'énormes douleurs et je me retrouve avec un cerveau plongé dans l'azote. C'est vraiment pas sympa. Donc, je l'utilise qu'en cas d'extrême douleur et je suis obligée de l'utiliser parce que sinon, je ne vois pas ce qui peut pallier, en tout cas, à ce problème de douleur. Maintenant, je consomme moi du CBD et les premiers freins, c'est qu'est-ce que le cannabis, qu'est-ce que le chanvre. C'est ce que je comprends. Sinon, je voulais juste ajouter par rapport au féminisme et au cannabis, je crois qu'en fait, si les femmes sont dans ce milieu, c'est parce qu'on a besoin de beaucoup de bienveillance. Parce que c'est un monde de business, c'est un monde d'argent. Et c'est toujours les hommes qui s'occupent de tout ça. Ce sont eux qui ont les dents longues en général. Et la femme a vraiment un regard qui apporte de la douceur et de la bienveillance. Et moi, c'est pour ça que je suis activiste aussi. C'est pour amener ce genre de choses. Voilà. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Bon, alors moi, mon féminisme n'est pas du tout genré, la femme ceci, plus de douceur. Je suis désolée d'arriver, je sentais bien que... En revanche, il y a sororité, on se tend la main et effectivement, faire appliquer les lois, notamment de la parité, ça veut dire que dans une assemblée non mixte, qui habituellement, on arrive et on est les seules femmes, ou sur scène, il y a carrément personne d'entre nous et ça parle avec le humain, homme majuscule, tout au masculin pluriel. Et ça, c'est des réunions non mixtes.
Mais j'ai pas le côté le féminisme doux, la femme je ne sais pas trop quoi. J'assume totalement d'être une virago, parler fort, rigoler fort. En fait, ça a commencé quand j'ai commencé à me dire si je me conduisais comme un homme blanc, ça ferait ça. Et donc c'est ça que je fais. Hein. Je demande la permission de personne, je m'assois comme je veux, je mange comme je veux. C'est plus dans le comportement de chacune d'entre nous. Les anciennes féministes des autres assos féministes historiques, et c'est pour ça que le rassemblement est intéressant autour de Normeul, c'est qu'on a de l'histoire de la lutte pour la légalisation du cannabis aussi des anciennes associations. Donc tout à l'heure je vous disais, c'est les rouages qui m'intéressent plus. Pour faire bouger la culture et la pensée ou nos comportements en tant que féministes dans la société, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de demander des lois et les faire appliquer, genre la parité, mais aussi on est en train nous-mêmes, avec MeToo notamment là très récemment, d'interroger nos comportements sexistes intégrés. Puisque la grande lutte, elle s'est passée là. Il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à moi, j'ai presque 50 ans, et maintenant vous êtes plutôt dans les 30, 20 ans. Je parle au féminin pluriel, donc ça inclut aussi qui se reconnaît dedans. Quand on est en situation de, on nous a dit ouais le féminisme c'est fini, c'est pas vrai. Hein, on va utiliser le cannabis, le féminisme pour pousser la lutte pour le cannabis. Attention, la lutte pour le féminisme et l'égalité des droits, c'est pas fini, hein, d'accord ? Donc c'est pas encore stable et on s'arrêtera que lorsque, effectivement, je viens de vous le dire, dans mon comportement, je me conduis comme un mec blanc, et ben ça fera la même chose que un mec blanc dans la rue. Et c'est toujours pas le cas. Il y a encore des gens qui viennent me parler, ça s'arrêtera peut-être jamais. Et quelquefois, je les regarde et je me dis, mais pourquoi il me parle comme ça, lui ? Ah oui, c'est vrai, je suis une femme. Et imaginez-vous l'inverse, c'est-à-dire qu'on va tous pouvoir se parler comme des êtres humains dans pas très longtemps. On y croit très très fort, mais c'est pas encore là. On est d'accord ? Donc la revendication qui est là, c'est il y a la lutte qui est en commun pour nos droits et l'égalité de traitement et pour nos droits en tant que patients si on est malade, mais aussi en tant que personnes responsables qui consommons ce que nous voulons chez nous quand nous voulons. Pas prescrit par un gars avec une blouse blanche et pas prescrit par un gars avec un je sais pas quoi pour un LBD, répression, prohibition, punition, amende. On veut pas ça. Et c'est la même chose. C'est en ça que je pense qu'il faut faire venir nos copines dans le mouvement. On fume entre nous pour se détendre, on sait qu'on est plus créative, mais on ne s'est pas engagé ni dans un mouvement féministe forcément tout de suite, ni dans un mouvement de légalisation du cannabis. On n'y a pas pensé, je pense que c'est ça. On est en train d'y penser maintenant, on est d'accord ? Ça se passe maintenant. On voit même des écrivaines, j'en parlais hier, Mona Chollet, avec La puissance des sorcières, et ce que tu as dit sur le féminin sacré, on sent que ça va dépasser le point de vue juridique, le point de vue des discriminations, le social, l'économie, ça va nous dépasser parce que ça nous a touchés, nous toutes, peu importe le bord politique, d'où on vient. Là, ce qui s'est passé avec MeToo, on est d'accord ? Non, mais ça a vraiment dépassé en fait. Il y a eu tout ça a emmené en fait un nouveau mouvement. Pour moi, je vois en fait une sorte de néo-féminisme avec tout ce qu'il y a autour des réseaux sociaux, la façon dont on peut relayer plus facilement les choses, dont on peut aborder encore plus en fait les sujets transversaux en fait du féminisme, fait qu'en fait moi je vois vraiment un nouveau combat en fait se profiler. C'est vrai que le combat du féminisme n'est pas terminé, et tu as tout à fait raison, mais en fait il est juste en train de muter. En fait, il est en train de muter, il est dans sa mutation technologique un peu aussi. Et l'idée en fait d'avoir ce petit réseau, d'avoir cette sororité autour du cannabis et des femmes en fait, va aussi utiliser ces nouveaux leviers qu'on a technologiques, ce nouveau concept de réseau qu'on a via les réseaux sociaux. Ça va permettre en fait aussi de pouvoir développer, de pouvoir faire mûrir encore plus le combat féministe, et peut-être en fait d'arriver à aller au bout en fait de cette idée. Comme tu dis, moi aussi j'ai envie de parler comme un homme blanc dans la rue.
On est d'accord, hein? Ouais. Ah bon? Il y a un lien particulier entre les femmes et le cannabis qui tient au fait qu'il y a des récepteurs au cannabis sur l'utérus des femmes. Ce qui explique que par exemple au 19e siècle on les prescrit à la reine Victoria pour ses règles douloureuses. Ce qui explique que jusque dans les années 50, dans les bouquins, dans les livres d'obstétrique, on dit en français, je ne sais plus. On recommandait la teinture de cannabis pour aider les femmes dans le travail, c'est-à-dire en fait dans l'ouverture. D'ailleurs, il y a des études qui commencent à sortir là-dessus. C'est que la consommation de cannabis, ça c'est moi qui le dis puisque j'en consomme pour différentes histoires. Mon glaucome a besoin d'un THC, donc je suis obligée de consommer du THC. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les Français, du moins la pharmacie propose juste un médicament qui stabilise quand on sait que le THC baisse la tension. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un glaucome, quand on a une tension haute, on perd des cônes et des bâtonnets et c'est irréversible. C'est la cécité et on est dans une situation où tout le monde va vers la cécité puisqu'on a de plus en plus d'écrans, de LED, que les gamins sont confrontés dès leur jeune âge à ces écrans, etc. Donc on fabrique la cécité et on a ce THC qui est le médicament qui soigne les futures maladies de demain qui sont provoquées par la technologie. On a un THC et un CBD qui est un régulateur hormonal magnifique, qui stimule la sérotonine. Et le jour où les médecins français vont commencer à le dire que le CBD stimule la sérotonine, qui est l'hormone du plaisir et l'hormone du bonheur, qui dans nos sociétés là actuelles où tout le monde est plutôt down et dépressif, etc., et les femmes qui se retrouvent avec des dérèglements hormonaux de plus en plus jeunes, dû à l'alimentation, dû à la pollution, dû à toute cette merde, on a un produit et on a une plante qui peut remédier à tout ça parce que ça stimule la sérotonine et ça stimule, tout l'appareil reproductif, etc. Et ça, c'est un combat que les femmes ont déjà commencé à mener quand elles dénoncent la pollution et les problèmes endocrinaux, parce que c'est les premières victimes de tout ça. Donc le cannabis thérapeutique ou le cannabis récréatif peut permettre de pallier à tout ça. Je voudrais revenir sur le sujet des hommes et des femmes. Je suis dans un milieu agricole et je suis dans un milieu qui touche au monde du cannabis. C'est pas un milieu facile. C'est là où on retrouve toutes les traditions paternalistes. Et je suis d'une famille où j'ai un père avec une puissance paternaliste certaine, et j'ai 3 frères. Voilà, je suis la seule fille. Et j'ai ma maman qui a tenu son rôle gentiment de maman pendant des années. Je crois qu'aujourd'hui, elle prend tout juste sa liberté, maintenant qu'elle est enfin à la retraite. Mais je crois que c'est... Oui, en effet, je ne suis pas quelqu'un de douce, en fait, en réalité. Non, je parlais de douceur tout à l'heure parce que les femmes vont quand même ramener ce regard bienveillant parce qu'elles prennent une globalité. Elles vont penser à énormément de choses, que les hommes ont plutôt tendance à penser à des détails. Et les femmes vont ramener un sens global, beaucoup plus bienveillant, parce qu'il y a la place pour tout le monde et elles ont notion de ça. Tandis que les hommes vont plutôt dire « moi je suis le premier, je veux être le premier et je suis tout seul ». Ouais, mais non. Et en fait j'ai une grosse voix. J'ai une grosse voix. Je suis quelqu'un qui tape du poing sur la table et je suis quelqu'un qui sait dire non et non quand il y a une mauvaise direction prise par des uns ou par des autres. Voilà, c'est comme ça que j'agis en tout cas moi à ma petite échelle.
Moi, je voudrais revenir sur une petite chose. Au niveau des statistiques aux États-Unis, depuis la régulation dans certains États, ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un pourcentage de femmes chefs d'entreprise d'à peu près 10% plus élevé que dans l'industrie traditionnelle aux États-Unis. Donc, comment ? On sait pourquoi, on sait pourquoi le féminisme est passé par là. Le féminisme a gagné de grands combats et en anglais l'expression c'est breaking the glass ceiling, en français briser ce plafond de verre. Et on voit dans les chiffres que c'est alors 10% c'est pas énorme puisqu'on passe de 26% de femmes entrepreneurs dans l'industrie traditionnelle américaine à 36% dans l'industrie du cannabis américaine. Mais c'est timide, ce n'est pas suffisant, je suis bien d'accord, mais on voit que c'est possible et que ça avance. Cette perception historique que les femmes ne consomment pas ou alors se cachent pour consommer, que ce domaine est plus réservé aux hommes quelque part, est faux et ça se prouve dans les faits aujourd'hui. Et j'espère que le jour où en France ce sera régulé, nous aurons beaucoup de femmes qui se lanceront dans cette aventure-là, car elles ont une approche qui, si je regroupe un petit peu, on va dire très grossièrement, les idées qui viennent elles ont une approche plus holistique de la question, plus globale en fait. C'est vrai que le terme holistique, on l'utilise un peu plus dans les approches thérapeutiques, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi à la vision d'un problème et l'approche globale du chanvre et du cannabis est permise aux femmes et on va essayer en tout cas de l'encourager en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Par rapport aux chiffres, en fait, j'évoque très souvent ces statistiques. Il y a à peu près de 36, je sais pas, % des gens CEOs, dirigeants en industrie cannabis. Mais le fait, c'est que ce chiffre, il y a 6 ans que c'est sorti. Et déjà, maintenant, on voit que ce chiffre est baissé. Ça fait baisser. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est avec ce nouvelle vague de promotion de l'industrie de cannabis qui en effet, attire d'autres industries qui sont bien sûr normales ou majoritairement hommes. Donc, et j'ai voulu ajouter que je pense que les raisons pourquoi ce chiffre était si et je pense que je vois que c'est pas énorme le chiffre, mais quand même je pense que c'est énorme parce que parce que dans l'industrie tu vois en différence que il y a des femmes, il y a plus d'espace pour les femmes, il y a plus d'espace pour sa parole, et je pense que la raison pour ce que c'est arrivé, c'est parce que l'industrie de cannabis était issue d'un mouvement qui a eu des conversations comme ça, des femmes qui a vu des femmes parlent avec ses voix fortement et parlent que nous soutenons d'autres femmes, et c'est comme ça que les choses arrivent. Je voudrais ajouter, parce que dans un moment, Colline, tu nous as invités de partager un peu sur qu'est-ce qui nous touche peut-être. Et ce qui me touche dans cette histoire sur des femmes et cannabis, c'est notamment on a parlé que cannabis touche des domaines de santé, d'économie, de justice sociale, d'environnement. Mais ça touche nos droits parce que c'est criminalisé. Et pour moi, chaque fois quand je suis dans un événement qui est marqué cannabis,
ici en France. Je ne suis pas sûre si je dois être dans des photos, si je dois parler, parce que je ne sais pas si, parce que je risque d'être là. Je suis un migrant. Je risque je risque ça. Donc, je pense qu'il faut parler de criminalisation. Criminalisation, ça m'intéresse. Alors, criminalisation. Moi, j'ai grandi en banlieue, banlieue clermontoise, bidonville, et j'ai grandi avec le trafic parallèle. Et pour la première fois que j'ai pu témoigner, quand j'étais militante, de mon histoire personnelle, pourquoi je suis devenue militante, c'est, je crois que j'ai dit le mot normal. Le deal, c'est normal. Je voyais pas la question, je comprenais pas la question du journaliste qui me demandait voilà, comment on vit là-dedans, etc. Je lui disais, mais c'est normal, ça nourrit tout le monde. C'est une économie qui permet de payer le cartable scolaire, de remplir le frigo, de partir en vacances, etc. Ça produit ça, c'est pour ça que, du moins, ça produit ça, mais ça produit aussi d'autres effets. C'est un rapport police-population que je crois que personne ne vit, puisque maintenant que je suis sortie de cette banlieue, je sais qu'on peut vivre autrement. Et donc c'est une histoire entre la police et la population qui vit dans ces banlieues, qui vivent avec ce commerce parallèle. Et cette criminalisation et ces arrestations et cette pression qui est, pour mon sens, ça c'est mon opinion, utilisée aussi par la police pour un contrôle social de ces quartiers. Donc qui font le deal, pour moi, c'est aussi la police qui participe à soit assainir le territoire des produits ou soit à le renforcer. Voilà, ça dépend, on a des vagues. Et ça permet aussi des grosses arrestations, de faire des enquêtes, de déloger des populations, etc. Donc ce que j'appelle le contrôle social. Donc c'est pour ça que cette criminalisation, c'est une injustice, c'est une indignation, et qu'on ne peut pas, en tout cas quand on est conscient de cette réalité qui touche un pan de la société française, on ne peut pas laisser cette criminalisation continuer, ou s'il y a légalisation, ne pas penser à une économie sur ces quartiers-là en les laissant comme seul choix d'utiliser une autre drogue, de faire un autre business et d'installer peut-être l'héroïne, etc., machin, quand le cannabis suffit à remplir le frigo. Donc voilà, c'est pour moi la criminalisation, en tout cas le fait qu'il y ait cette criminalisation, c'est aussi on ouvre un discours sur police, quartier, prison. Et on casse aussi cette économie de la prison. On remplit nos prisons en France avec des arrestations qui sont débiles sur un joint, sur du trafic qu'on connaît très bien, que la police connaît très bien, etc. Même quand je discute avec Alors, depuis qu'il y a Legalize à Montpellier et qu'il y a les Gilets jaunes, j'ai tous les flics et les CRS devant la boutique, puisque je suis devant le passage du cortège des Gilets jaunes. Et je vous avoue que j'étais pour la première fois très surprise. Depuis septembre, je suis ouverte avec les histoires des Gilets jaunes. Je discute avec la police. Ils sont tous pour la légalisation du cannabis à Montpellier. Tous me disent ouais, ce serait bien. D'une, parce que ils sont consommateurs, ils me le disent, on est des consommateurs. On a même des récits qui arrivent dans la boutique qui racontent qu'il venait juste de se faire piquer son shit par le flic qui était juste derrière l'autre côté de la rue, etc., etc. Donc on a cette aberration. Et c'est ça qu'on dénonce aussi avec la lutte et l'action de la légalisation du cannabis en France. Et voilà. Donc plus de criminalisation, ce serait cool.
Mishka. T'as un micro, dis donc. Je ne sais pas ce que je vais faire de tous ces micros. En tout cas, une des choses que je trouve les plus inspirantes en ce moment pour élargir un peu la question par rapport au cannabis, une des choses que je trouve les plus inspirantes dans le monde en ce moment, c'est le mouvement des peuples indigènes qui luttent pour garder la souveraineté sur les plantes, les graines qui les ont nourries depuis la nuit des temps. Et je trouve que personnellement, j'aurais envie que le mouvement des femmes et du cannabis trouve un lien avec ce mouvement plus vaste. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Mishka. En effet, le mouvement sur les graines, garder les semences ancestrales, est un mouvement qui est une véritable prise de liberté, reprise de liberté. C'est quand même particulièrement anti-Monsanto, etc. Et je crois que ça pourrait juste sauver la planète, tout à fait comme le cannabis en fait. Et il y a un gros parallèle, à mon sens aussi, à faire avec ce mouvement-là. Je suis entièrement d'accord. C'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête aussi. Et notamment par rapport à l'agriculture française, où on a eu une catastrophe d'ailleurs il y a quelques mois, où d'un coup on avait dit oui super les semences paysannes, l'échange de semences paysannes, etc. Et puis merci le Conseil constitutionnel d'avoir mis un frein et un coup près court en fait à cette magnifique loi qui aurait pu permettre énormément d'ouverture et notamment à des agricultures telles que l'agriculture permacole, etc. Et je pense aussi, pour moi le cannabis et l'agriculture, ça doit pas, le cannabis ne doit pas arriver. On est en France, on a le soleil, on n'est pas au Canada. Et c'est génial, une plante qui a du soleil, elle prend quand même beaucoup d'énergie. Je crois qu'il y a un réel... Il y a quelque chose à défendre pour nos agriculteurs aujourd'hui en France à ce niveau-là. J'en suis plus qu'intimement convaincue, c'est quelque chose qui me porte. Et je ne lâcherai pas le morceau en fait. Oui, donc je voulais parler effectivement du rôle de la femme tout simplement dans la création. Et effectivement, on se rend compte en voyageant, et notamment en Amérique du Sud, que la femme est vraiment au cœur de tout, et on l'appelle la Pachamama, effectivement. Et donc ce retour en fait à l'essentiel, à la naissance, c'est aussi le retour aux plantes, effectivement. Et on remarque qu'il y a quand même une espèce de prohibition, notamment au niveau des plantes. On voit que d'ailleurs le métier d'herboriste s'est perdu en France, et que on empêche les gens de se soigner en fait avec les plantes, et pire, on leur demande de ne pas vanter leurs vertus, de ne pas les associer à des médicaments. Donc effectivement, il y a cette dualité aussi entre cette espèce de lobby pharmaceutique et aussi la liberté des graines, des plantes, de toute forme en fait de création et de naissance. Voilà. Je vais reprendre le micro pour en effet revenir sur le sujet de l'herboristerie. En fait, aujourd'hui, le travail des professionnels du monde du chanvre, bien-être et futur aussi thérapeutique, puisque c'est quasiment les mêmes savoir-faire, s'est posé la question, avec la mission d'information sur l'herboristerie et notamment Joël Labbé, d'ouvrir le sujet sur le chanvre. Et c'est un axe, en effet, qui était à l'étude et c'est un axe important aujourd'hui en France pour la légalisation. Je voudrais faire une petite remarque à propos du CBD et du THC. Moi qui aime le THC et qui en suis fière, je vois que comme à une époque il y avait le bon chanvre dont on faisait toutes sortes de choses utiles et le mauvais cannabis, on a un petit peu tendance maintenant à remettre ça sur le tapis avec le bon CBD et le mauvais THC. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut se méfier. Il faut prendre garde.
Et je vais ajouter encore une petite remarque. Moi, je suis assez radicale dans mes positions. Et je pense que finalement, ce que j'ai envie de revendiquer pour moi-même, et j'aimerais bien être suivie là-dedans, c'est le libre accès aux plantes pour tous les êtres vivants. Le libre accès à toutes les plantes pour tous les êtres vivants. Alors le libre accès aux plantes pour tous, c'est effectivement un sujet sur lequel il va falloir se battre dans les années qui viennent. Pour terminer cette conversation, moi je voudrais vous proposer à ceux bien sûr que ça intéresse de s'organiser, de créer l'équivalent de ce qui se fait déjà à l'étranger. À Londres, on a des contacts à Londres d'un groupe de femmes qui justement s'organisent, s'écoutent, se soutient, donne des coups de main lors de création d'entreprises, lors de développement d'idées. Des femmes qui veulent travailler dans l'industrie du cannabis, qui ont des idées et qui s'appuient sur d'autres femmes pour les mettre en place. Donc nous, ce qu'on souhaiterait faire ici, c'est créer un groupe de ce type, pas forcément aujourd'hui, pas forcément là maintenant signé, mais dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous pouvez facilement trouver nos contacts. Venez vers nous et créons cette avancée des femmes en France dans l'industrie du cannabis.